Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est lundi, ça y est, l'US Open est terminé. On va pouvoir retrouver nos nuits, enfin faire des nuits complètes, des nuits pleines. Ça va faire du bien. On va se faire un petit débrief tout simplement aujourd'hui. Je vais vous donner mes tops, mes flops, la note de mon tournoi, vous dire quel match j'ai préféré. Voilà, faire un petit tour global du tournoi. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Et donc dans l'ordre, on va d'abord faire mon match préféré, je vais ensuite vous présenter les joueurs et on va faire un mixte, ça va être hommes et femmes confondus, joueurs et joueuses du tournoi, mes flops du tournoi aussi parce qu'il y en a malheureusement, la note que je donne à cette US Open sur 10 et puis après globalement ce que j'ai envie de retenir. On va commencer mon match préféré clairement, c'est la finale dames. J'ai adoré ce match, voilà, vraiment j'ai trouvé que l'opposition était très bonne, que le niveau de jeu était très bon pour une finale, sachant que Pegula c'était une novice en la matière, c'était sa première participation à une finale de Grand Chelem. J'ai trouvé qu'elle a su répondre à l'événement, que le public pareil a réussi à s'emballer contrairement à la finale homme et que Sabalenka a appris de ses erreurs passées. Donc pour toutes ces raisons, voilà, j'ai trouvé déjà que le niveau de jeu était extrêmement bon et puis surtout il y avait un petit drama, le scénario, ça se passe devant, ça se repasse devant. Enfin voilà, à la fin on a eu des superbes images avec Sabalenka qui remporte le trophée. Donc pour moi, c'est clairement mon match du tournoi. On va passer sur mes tops. J'ai sélectionné 3 joueurs et joueuses pour les tops et pareil pour les flops. Le premier top, c'est Frances Tiafoe. Frances Tiafoe qui a fait un tournoi XXL et qui était à ça de s'offrir sa première finale de Grand Chelem, mais c'était un petit peu trop dur pour lui. Il a ressenti une énorme pression, mais il ne faut rien enlever à son magnifique tournoi. Cet affrontement contre Ben Shelton aurait aussi pu être dans les plus beaux tournois, les plus divertissants, les plus beaux matchs du tournoi, pardon. On a ce match contre Popyrin de très haut niveau. Là, il y a le petit abandon contre Dimitrov, mais voilà, globalement, j'ai trouvé qu'il a retrouvé son niveau de jeu et il se passe quelque chose de spécial avec Tiafoe quand il est aux États-Unis, quand il est à l'US Open. Et rien que pour ça, j'étais obligé de le mettre dans mes tops. Le deuxième top, c'est Muchova. Franchement, cette joueuse, bah voilà, je l'ai déjà dit, c'est ma joueuse préférée évidemment, mais au-delà de ça, je trouve que d'être capable de faire ce qu'elle fait en revenant de blessure, c'est monstrueux. Faut pas oublier qu'en février 2023, elle se faisait opérer du poignet et aujourd'hui elle en est là. Enfin, c'est complètement fou et il faut voir le parcours. Elle élimine Paolini, qui a été double finaliste de Grand Chelem cette saison. Osaka, qui revenait à un très bon niveau, qui avait des ambitions dans ce tournoi. Enfin, il y a des matchs pièges, Volinets, Potapova, Haddad Maia, tout ça, ça peut être piège. On sait qu'on peut se faire attraper. Et surtout ce match contre Pegula où elle est à une volée de finir pour mener 6-1, 3-0 et après on se doute que ça pouvait défiler. Donc voilà, globalement pour son retour à ce niveau-là aussi rapidement et pour sa qualité de jeu, ce qu'elle propose en termes de diversité de coups, c'était obligé de la mettre également dans mes tops. Et le dernier top, c'est plus un choix de raison qu'un coup de cœur personnel. J'étais obligé de rendre à Jack Draper forcément ce qui lui appartient parce qu'il a fait un tournoi XXL. Il a fait un tournoi XXL, il a mis des raclés à tout le monde. Il a réussi à un petit peu quand même accrocher Sinner durant 2 sets. Maintenant, il y a quand même des petites questions qui se posent autour de son physique, autour de Jack Draper. Mais globalement, il a quand même fait un excellent tournoi. Première demi-finale de Grand Chelem. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est né en 2001, donc même année que Sinner. À partir de là, ça y est, il lance enfin sa carrière. Et je pense qu'il va très sensiblement s'installer proche du top 15 et se rapprocher petit à petit du top 10. S'il montre ce qu'il a fait durant ce tournoi, durant plusieurs mois, il n'y a aucun doute, il va venir s'installer dans le top 10. On enchaîne maintenant avec les flops. Le premier flop, j'étais obligé d'aller sur Carlos Alcaraz, forcément, parce que là, voilà, c'est un petit flop, forcément, parce que il a fait une saison hors norme. Mais là, il y a un coup de train, clairement, depuis Cincinnati. Cette défaite contre Gaël Monfils, là, c'est un énorme coup d'arrêt contre Van de Zandschulp. Obligé de le mettre dans les flops, même si je peux concevoir que forcément, une saison, c'est très long. Mais on va en reparler après de la saison très longue. Je ne vais pas m'éterniser tout de suite sur Carlos Alcaraz. Le deuxième flop, il est français, Arthur Fils. Parce que, je suis désolé, ça, c'est un match que tu dois gagner. Tu dois montrer des réels progrès. Alors,
c'est des petits flops, hein. C'est des petits flops, ils ont le droit de perdre des matchs, il n'y a aucun souci. On est plus ou moins dur en fonction des affrontements. Mais là, je trouve que Arthur Fils, il y avait vraiment l'occasion d'aller chercher quand même un 3e tour. Il y avait la place. Il y avait la place, clairement. C'est encore un petit échec en Grand Chelem. Il n'a toujours pas passé ce cap des tournois majeurs. Ça va venir, on n'est pas pressé. Mais j'aurais pu mettre Hugo Humbert, hein, qui a fait un petit flop aussi contre Commezzana. Mais j'ai décidé de partir sur Arthur Fils, où personnellement, mes attentes sont un petit peu plus hautes que sur les autres Français. Et le dernier flop de ce tournoi, c'est Alexander Zverev. Alexander Zverev qui, décidément, n'y arrive pas. Qui, j'ai l'impression, il ne faut pas dire jamais, mais n'y arrivera jamais. Enfin, là, il avait tout pour se hisser assez loin dans ce Grand Chelem. Il avait un parcours assez facile. Tyler Fritz, c'est quand même un joueur, je pensais sur cette dynamique, aurait pu lui convenir. Même si dans mon analyse j'avais prévu Tyler Fritz, mais j'avais prévu Tyler Fritz parce que Zverev ne montrait rien depuis le début du tournoi. Donc voilà, force est de constater que Zverev c'est encore un échec de plus. Va-t-il y arriver? On va revenir plus tard, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un sujet très important. On va parler des joueurs nés en 1990. Est-ce que c'est un flop ou pas? Je ne vous le spoil pas. On va maintenant voir le classement actualisé. On a le numéro 1 mondial, Sinner, qui a 11 000 points, qui est loin devant. Franchement, c'est monstrueux. C'est la saison qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Et on a Zverev, qui est 2e au classement en direct. Et regardez bien, on a Novak Djokovic qui sort du top 3. Et quelles conséquences tout ça peut avoir? Et bien en fait, à la race, Novak Djokovic, il est 9e. Et donc, en étant 9e, pour l'instant, il n'est pas qualifié pour le Masters de fin d'année qui se déroule à Turin. Donc, c'est quand même un petit tremblement de terre, hein, si Djokovic ne participe pas au Masters. Il a en plus le Master 1000 de Bercy à défendre qu'il a remporté l'année passée. Il va falloir grappiller des points, il va falloir défendre des points, surtout s'il veut se hisser dans ce Masters de fin d'année. Petit récap très rapidement des points aussi. Là, on est sur Carlos Alcaraz qui, on le voit, sur Shanghai et Paris, juste ici, a énormément de mal. Voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire depuis le début des vidéos, hein, de ce US Open. Carlos Alcaraz, la fin d'année, c'est très compliqué, mais au moins, il va pouvoir peut-être enfin faire une première fin de saison correcte, parce que là, Shanghai et Paris, c'est catastrophique depuis le début de sa carrière. On est maintenant sur Jannik Sinner. Jannik Sinner qui, pareil, n'a vraiment aucun point à défendre à Shanghai, enfin ni à Shanghai ni à Paris. Donc là, il peut encore faire grimper son total de points, c'est quand même assez conséquent. Et on a Novak Djokovic qui n'a pas joué, pareil, donc Shanghai. Et là, on a Novak Djokovic qui doit, pareil, défendre Bercy, mais qui n'a pas de points à défendre à Shanghai. Donc voilà, il y a toute cette course au Master qui va se dérouler à partir de maintenant. Il y a la tournée asiatique qui va commencer, la tournée sur dur indoor aussi qui va suivre. Donc il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, mais avant ça, avant de se quitter, j'avais vraiment envie de parler de ça. Alors concrètement comme ça paraît, voilà, pas grand chose, c'est juste les vainqueurs de Grand Chelem de cette année. On a Sinner au début et à la fin, on a Alcaraz au milieu. On est tous OK pour dire que Sinner est le meilleur joueur sur dur du monde. Carlos Alcaraz, le meilleur créateur. Donc c'est moins étonnant qu'il s'en sorte à Roland-Garros et à Wimbledon. Mais ce que je veux souligner, et c'est Je7 et Math qui nous donne la stat, les finales de Grand Chelem disputées par des joueurs nés dans les années 90. On voit qu'il n'y a que Thiem qui gagne contre un autre joueur. Donc c'était sûr que un des joueurs des années 90 allait s'en sortir en 2020 à l'US. Et on a Medvedev qui gagne dans un contexte extrêmement particulier en 2021 à l'US, lorsque Novak Djokovic pouvait réaliser le Grand Chelem et qui a été rattrapé par la pression. Où je veux en venir, on voit clairement un creux générationnel sur cette période des années 90. Je suis prêt à entendre que la génération Nadal, Djokovic, Federer était exceptionnelle, même Murray. Mais là, on voit bien déjà que sur toutes ces finales, il n'y en a aucune contre Federer. Donc c'était uniquement Nadal et Djokovic. Donc déjà, il y avait un poids en moins. Il y avait un cadre en moins. Mais ensuite, à partir de là, on est quand même sur des joueurs qui sont censés être extrêmement forts. Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Berrettini, Kyrgios, Ruud, Fritz cette fois, Zverev. Mais en fait, on se rend compte qu'il
n'y sont jamais arrivés en fait. On a Medvedev qui a su prendre le sien et Thiem qui en a pris un, mais c'est tellement peu sur une génération de 10 ans. Toutes les années 90 au tennis, elles se sont faites attraper par la génération d'avant et maintenant ils se font attraper par la génération d'après. Est-ce que ça pose pas une question claire et nette? En fait, ils étaient très forts, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on était sur une génération pas si forte que ça. Peut-être que la génération qui arrive maintenant est plus forte et va continuer de progresser encore avec d'autres joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Je pense peut-être à Mensik aussi que je vois extrêmement fort. Draper qui va s'installer. Fonseca qui va arriver dans pas si longtemps. Mais là, on est clairement sur un constat terrible. Cette génération des années 90, c'est un énorme échec. Peut-être ce qui explique que Djokovic et Nadal ont continué de rouler sur tout le monde alors qu'ils, forcément avec l'âge, ils auraient dû décliner un petit peu. Eux, ils ont continué de surdominer. Alors le niveau est resté monstrueux de la part de ces deux-là, mais je suis quand même choqué de voir le creux de cette génération et l'incapacité à se surpasser, à surperformer, à faire quelque chose que d'autres avant ont réussi à faire et que d'autres aujourd'hui arrivent à faire. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus. On trouve toujours des excuses. On dit toujours oui, mais c'était la génération Nadal et Djokovic. Mais à un moment, il fallait aussi se tirer vers le haut, essayer de leur montrer la porte de sortie. Et non, jamais réussi à le faire. Voyant toujours le prisme des légendes, moi, ça, c'est quelque chose vraiment qui me dérange. Parce que si on décide de comparer comme ça très rapidement, Nadal, Djokovic, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils se sont sublimés, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont progressé. Si je prends les joueurs un par un, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre leur objectif? Medvedev, il y a toujours des failles dans son jeu offensif, dans son jeu au filet, même s'il a progressé. Tsitsipas, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de son revers? Pas grand chose. Zverev, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi dans la transition arrière-avant, dans son jeu au filet? Qu'est-ce qu'il fait? Berrettini, pareil au niveau du revers. Rude, pareil, énorme faille au niveau du revers. On est sur des joueurs qui sont extrêmement forts, mais qui ont une lacune et qui ne l'ont jamais vraiment gommé. Il faut se rappeler au début de carrière, Djokovic et Nadal, ils avaient des lacunes. C'était pas non plus les Nadal et Djokovic d'aujourd'hui. Ils ont réussi à faire progresser tous leurs coups dans tous les secteurs. Le service de Djokovic est devenu une arme incroyable alors qu'à la base c'était presque un handicap. Le revers de Nadal a progressé énormément. Le petit jeu des deux joueurs, le jeu au filet de Djokovic. Enfin voilà, on est sur des joueurs qui ont eu cette envie permanente de progresser et c'est pas ce que j'ai retrouvé dans cette génération des années 90. Maintenant, ce que je retiens, c'est quelque chose de plus global, c'est que les meilleurs joueurs ne jouent pas bien en même temps et j'entends par là Sinner et Alcaraz. Pour l'intérêt du tennis, il va falloir très vite qu'on ait des finales de Grand Chelem entre ces deux-là. Aujourd'hui, ce sont les deux cadors. C'est eux qui mènent la danse, très clairement. C'est eux qui stimulent le plus les foules. On sait qu'Alcaraz a un jeu vraiment qui fait vibrer tout le monde. Sinner, c'est un peu plus clinique, un peu plus froid, mais il a aussi sa fanbase. En tout cas, on a besoin d'avoir des affrontements entre ces deux-là. C'est très bien de voir Sinner contre Fritz, c'est très bien de voir Alcaraz contre Zverev, il n'y a aucun souci. Mais pour l'intérêt global du tennis, moi ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, on a un grand chelem où ces deux-là ne se jouent pas. Et ça me dérange énormément, vraiment. Alors, à Roland, ils se sont joués en demi-finale, ce n'était pas le match de l'année, mais on a besoin de multiples affrontements entre ces deux-là, que ce soit déjà en Master 1000 et que ce soit maintenant en Grand Chelem. Bon, pour finir, ma note de cette US Open, ce sera pour moi un 4 sur 10. Oui, je suis un peu dur, mais 4 sur 10, pourquoi? Parce que déjà, la finale, pas très attachante. Franchement, ça a été une démonstration de la part de Sinner. Et surtout, durant tout le tournoi, on n'a pas eu ces matchs un petit peu références qui nous ont mis dedans. On n'a pas eu vraiment de matchs en 5-7 avec des dénouements assez fous. Il y a eu par-ci par-là des petits joueurs frissons comme Tiafoe ou l'épopée de Jack Draper. Mais voilà, on a eu les éliminations précoces d'Alcaraz, de Djokovic. On a eu Sinner qui était beaucoup trop fort pour ses adversaires. Donc tout ça fait que c'était compliqué. Chez les filles, c'était plutôt sympa avec Mukova, Sabalenka, les retournements de Pegula aussi. Donc globalement, c'est un petit peu mitigé, mais j'ai du mal à donner la moyenne à un tournoi comme ça, où franchement, j'ai même trouvé que l'intérêt du public n'était pas vraiment là.
On sait que l'US Open, c'est un tournoi spécial. Il se passe souvent des surprises, des choses inattendues. Bref, c'est comme ça. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'était un plaisir. L'US Open, c'est terminé. Mais ici, on se retrouve très vite pour couvrir la Coupe Davis, la Lever Cup, la tournée asiatique. Bref, il y a plein de choses à faire. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à suivre la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très bientôt.